bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Je suis particulièrement heureux d'accueillir Cécile des Prairies pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que c'est très symbolique pour moi, ce bâtiment c'est l'ancienne école normale israélite orientale, le lieu où étaient formés tous les instituteurs de l'Alliance israélite universelle pour aller après prêcher la bonne parole française en Méditerranée, au Moyen-Orient et dans différents pays. Et donc ça me touche beaucoup que Cécile soit là ce soir, puisque c'est avec elle notamment que nous avions réalisé en 2010 une exposition qui avait été présentée à l'Hôtel de Ville de Paris sur l'histoire de l'Alliance. J'ai ressorti l'un des panneaux à l'époque pour un petit clin d'œil, donc je suis vraiment très heureux d'accueillir ce soir Cécile. Donc nous l'accueillons dans le cadre des activités de la médiathèque Alliance Barmoued-Rothschild, le lieu où vous vous trouvez, puisque ce bâtiment qui a été rénové il y a maintenant un peu plus d'un an, comprend différentes activités, une école primaire du nom d'Alliance Gustave Leven, un institut d'études juives au nom d'Emmanuel Lévinas, célèbre philosophe qui a été pendant longtemps directeur de cette école il y a maintenant plus de 40 ans, et donc une médiathèque qui a ouvert sous ma responsabilité dans le cadre des activités de la Bibliothèque de l'Alliance, qui est la plus importante bibliothèque d'études juives en Europe, et qui donc se met encore plus au numérique, à toutes les problématiques de numérisation, de développement de données numériques, que ce soit des films, de la musique, etc., à travers donc cet espace. Ici, nous avons également une programmation culturelle, des présentations de livres comme ce soir, un ciné-club mensuel, des ateliers de calligraphie hébraïque, bientôt d'initiation à Internet, de concerts, de cours de langue, enfin un programme assez riche. Et n'hésitez pas donc à laisser vos coordonnées à l'entrée pour être informé régulièrement. Voilà, donc nous présentons ce soir un livre qui vient de sortir, L'héritage de Vichy, c'est 100 mesures toujours en vigueur. Et je dois dire tout d'abord que c'est un véritable succès de librairie, puisqu'il est en rupture de stock chez à peu près tous les libraires. Nous avons d'ailleurs beaucoup de mal à nous en procurer. Et je pense que ce n'est pas un hasard, puisque c'est l'un des livres les plus novateurs et les plus originaux que nous avons pu voir ces dernières années dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Cécile des Prairies est philosophe et germaniste de formation, pas historienne, ce qui est justement ce qui montre, ce qui permet justement cette originalité à mon avis, mais elle y reviendra sûrement. Elle travaille depuis longtemps sur la période de l'occupation en France, à travers différents ouvrages, Paris dans la collaboration, si je me souviens bien en 2009, et Sous l'œil de l'occupant, un livre extrêmement original et passionnant, qui était l'analyse de photos prises par l'armée allemande en France occupée, et analysées sous le regard allemand, sous le regard français, un livre tout à fait exceptionnel. Et vraiment, c'est ce premier point que j'aimerais souligner, et la première question que je lui poserai tout à l'heure. Pourquoi avoir décidé de choisir ce biais pour étudier l'occupation en France? Biais tout à fait original, on est habitué, alors particulièrement dans notre domaine, à des études sur l'antisémitisme, sur la situation des Juifs en France, sur la déportation, etc. Mais là, vraiment, avec des biais parfaitement originaux, on ressort après avoir lu ces livres en se disant que finalement, on n'a pas encore pénétré toute la complexité de la période de Vichy, période extrêmement noire, mais pas totalement noire malgré tout, comme nous l'expliquerons pendant cette soirée. Et voilà, Cécile des Prairies lève un tabou. Toutes les mesures législatives prises par le régime de Vichy, régime que nous haïssons tous, ne seraient pas négatives. Certaines d'entre elles seraient même bénéfiques. Avouez quand même que c'est assez original et peut-être même un peu dérangeant à entendre, en tout cas pour la première fois, et avant de voir de quoi il est exactement en question. Alors, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est que Vichy a publié un nombre de décrets, de lois absolument exceptionnels. Sur une très courte période, il y en a des centaines et des centaines sur des sujets extrêmement variés. Alors, il y a évidemment toutes celles qui sont liées à la collaboration avec l'Allemagne nazie, à l'antisémitisme. Le texte le plus célèbre, les textes les plus célèbres, ce sont évidemment les statuts des Juifs. Mais il y a également des mesures positives, on verra si c'est un qualificatif que nous pouvons utiliser, puisque ce sont des mesures qui, après-guerre, à la libération, n'ont pas été amendées,
pour certaines d'entre elles, et qui sont même restées en vigueur sous une forme ou une autre jusqu'à aujourd'hui. Si on reprend ce livre, ce qui est intéressant aussi, un petit détail pratique, c'est qu'il est richement illustré, et je pense que c'est l'un de ses attraits, c'est de montrer des documents d'époque, des photos, des affiches, des documents renéotypés, dactylographiés, des pages de journaux, et cela nous permet encore une fois de rentrer dans toute la complexité de cette période et de la vie quotidienne finalement des Français pendant cette période de l'occupation. Alors le livre est classé de manière extrêmement structurée, thématique, tout est bien rangé, et cela permet de voir que le régime de Vichy, en dehors de la politique de collaboration, comme je le disais dès le départ, a eu aussi énormément de mesures pratiques qui influent sur la vie quotidienne des Français et sur des détails les plus quotidiens et les plus peut-être, alors de mon point de vue, inintéressants en tout cas aujourd'hui. Parce que par exemple, j'avais noté... Oui, alors il y a pourtant on la garde encore aujourd'hui, c'est le régime de Vichy, ce que j'ignorais, qui avait imposé la sonnerie de la sirène tous les premiers mercredis du mois à midi. Ce que nous avons gardé encore. Bon, c'est jusque-là pas encore très, très important, en tout cas à mon sens, mais il y en a d'autres beaucoup plus sérieuses, et comme la carte nationale d'identité, imposée sur toute la France par le régime de Vichy, alors que si je me souviens bien, avant ce n'était imposé que pour le département de la Seine, et qui donc est demeurée jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons eu tous une carte nationale d'identité, et à l'époque, cette carte avait été imposée tout simplement pour pouvoir recenser et repérer les juifs, puisque sur leur carte d'identité, le tampon juif était inscrit. Donc on voit là très clairement une mesure antisémite, mais qui aura perduré dans un tout autre cadre, etc. Mais c'est quand même assez frappant. Alors il y a 8 parties dans ce livre qui traitent de la vie quotidienne, de l'alimentation, de la culture, de l'éducation, des métiers, des pratiques sportives, de la santé et enfin des équipements et du transport. Et ce qui m'a beaucoup impressionné notamment, c'est le nombre de mesures liées à l'alimentation. Alors il y en a énormément, des plus triviales aux plus intéressantes, mais par exemple, saviez-vous que Fanta, que nous buvons peut-être encore pour certains d'entre nous aujourd'hui, c'est une boisson allemande. Personnellement, je l'ignorais. Il y a aussi des textes législatifs liés aux eaux minérales. Le régime de Vichy veut en effet combattre l'alcoolisme et donc convaincre les gens de boire de l'eau. La même chose pour les tisanes, parce qu'il faut lutter contre les apéritifs et en fait lutter contre ce qui est servi dans les cafés, et l'alcoolisme affaiblirait la France, en témoigne évidemment le Front populaire, etc., et toute la propagande que nous connaissons du régime de Vichy. D'autres mesures sont prises concernant le vin, cette fois-ci, et notamment sur comment nommer certains vins, vérifier qu'ils sont bien de qualité, etc. Il y en a d'autres, alors je ne vais pas toutes les citer, mais sur des fromages, sur la saccharine, sur l'obligation d'avoir un menu à tarif fixe dans les restaurants, ce qui n'existait pas avant, sur les cantines d'entreprise, enfin, toutes sortes de mesures, et Cécile nous le dira peut-être après, qui sont peut-être liées au rationnement dont souffraient les Français à l'époque, évidemment. C'est l'une des questions qu'il faudra se poser. Alors il y a ça, l'alimentation qui m'a marqué, il y a aussi le monde du travail et la santé. Alors il y a évidemment l'ordre des médecins, ça nous sommes au courant, mais il y a aussi des choses sur les visites de santé à l'école, alors je n'ai plus tout en tête, sur le monde du travail, sur différentes mesures, qui vraiment en fait réorganisent la manière de travailler et la manière de se faire soigner en France. Et ces mesures, si elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être qu'elles avaient bien un côté positif, et c'est assez, encore une fois, intéressant à noter. Ce que montre aussi très bien Cécile Despréries, c'est que, contrairement à ce que certains ont pu dire, ce que certains en pensent toujours aujourd'hui, peut-on encore qualifier, et c'est vraiment une question que je pose, le régime de Vichy de parenthèse dans l'histoire de France? À la lecture du livre de Cécile, peut-être pas autant qu'on aurait pu l'estimer, puisqu'elle montre bien que certaines mesures prises par Vichy trouvaient déjà leurs origines dans l'entre-deux-guerres, dans des débuts de mesures, dans des premières décisions qui avaient été prises par un régime républicain, la Troisième République, qui donc vont être appliquées en premier lieu par le régime de Vichy, mais qui vont continuer à être appliquées jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un point de débat extrêmement intéressant.
on a tendance, les historiens, mais également le grand public, à qualifier le régime de Vichy de parenthèse de l'histoire, ce qui peut être, d'une certaine manière, dirais-je, confortable pour nous aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est qu'à la lecture de ce livre, on se dit que ce n'était peut-être pas tant une parenthèse sur tous les domaines, et ça, j'interrogerai Cécile sur le sujet, parce que vraiment, en tant qu'historien, ça m'étonne, ça peut me heurter un tout petit peu, mais il n'empêche que je suis convaincu par l'argumentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cécile, parce que je pense que je lui ai posé beaucoup de questions à la fois, mais la première d'entre elles, comment tout simplement vous est venue l'idée d'un tel ouvrage? Je vous remercie, la médiathèque et de l'Alliance de me recevoir aujourd'hui parmi vous, je suis très heureuse. Écoutez, l'idée, c'est en fait, j'avais des intuitions. Je lisais, je ne sais pas moi, tout le monde connaît l'officier des spectacles, petite revue, 30 centimes, 35 centimes, et je me disais, mais cette classification, c'est pas une logique française. On commence par les cabarets. Les cabarets, ça, c'est occupant. C'est une revue qui est née sous l'occupation et qui avait gardé jusqu'à encore quelques mois sa structure intacte. Je me dis, mais d'où ça vient? Le code de la route, on a tous passé le permis, ou je pense pratiquement tous, c'est cette classification, panneau d'avertissement, panneau d'interdiction, c'est pas français. Donc j'avais des intuitions, des hypothèses, et le meilleur moyen de vérifier des hypothèses, ou une hypothèse, c'est de revenir au texte. Donc j'ai choisi de lire les textes de loi. C'est une période très riche, vous le soulignez Ariel, législative très riche. On légifère 16 000 textes de loi, donc il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de république, il n'y a plus, l'exécutif et le législatif sont concentrés dans la personne du maréchal Pétain. Et donc il y a des ministres autour de lui, et il suffit qu'aujourd'hui un lobby et un groupe de pression avance telle ou telle loi, travaille sur tel ou tel aspect, le maréchal Pétain signe et la loi passe le lendemain. Il y a beaucoup d'erreurs au début dans le journal officiel de l'État français. Et donc j'ai lu ces 16 000 textes de loi pendant quelques mois à la Bibliothèque nationale sur microfilm. J'ai pris des notes. Et j'ai lu aussi la presse collaborationniste de l'époque, parce qu'une loi est accompagnée, la propagande est très importante, une loi est préparée, accompagnée, suivie. La presse est muselée. Et voilà, j'ai distingué quelques champs, j'ai retenu une centaine de mesures, j'aurais pu en retenir beaucoup plus. Donc vous dites qu'il n'y en a plus, ce n'est pas exhaustif ce que non, vous avez fait non, j'en trouve tous les jours. Tous les jours. Parler d'alimentation, les carottes râpées, on mange des carottes râpées dans cette période-là. On parlait des cinémas, par exemple de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Dans les cinémas, vous voyez les films à travers des écrans de fumée. Dans cette période-là aussi, mille mesures. Donc loi au sens large. C'est vrai que Vichy, je ne pense pas que Vichy soit une parenthèse. Je pense que c'est une expression d'une certaine France. C'est assez dérangeant. C'est pour ça qu'on jette un voile un peu sur l'ensemble de ces mesures. Et sur Internet, vous cherchez d'où vient l'ordre des médecins, d'où vient l'ordre des experts comptables. Après-guerre, 45, 60, non, c'est né de l'esprit corporatiste. Il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de syndicats. On est dans un contexte de révolution nationale, et quand on fait la révolution, on change tout. On change tout, toute la façon de voir la vie, le rapport au corps, l'hygiène, la santé, l'éducation, la vie professionnelle, tout. Il en reste quelque chose, il nous en reste des miettes, en tout cas. De ce projet, de vie. Justement donc dans ce projet de vie, est-ce que vous voyez une certaine unité de l'action de Vichy? Est-ce que vous repérez un fil conducteur à travers cette action législative qui visiblement a été intense? Alors, l'unité, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a l'influence de l'occupant qui est très grande, l'occupation allemande, et en fait, la France est un peu la vitrine de l'Europe. Tout est censé bien se passer en France. Et l'occupant impose certaines lois, surtout les lois concernant l'hygiène, la santé et le sport. Et ça, c'est pas Vichy. Ça, c'est pas Vichy. Ça, c'est l'occupant. D'autres lois aussi du domaine culturel, les lois sur l'archéologie, ça, la germanique, certaines. Donc, est-ce qu'il y a une identité de Vichy? C'est une autre question. On m'a demandé, après, on m'a dit que j'aurais dû distinguer les lois qui étaient
purement, si j'ose dire, allemandes, voire nazies, ou d'autres qui étaient purement Vichy. C'est complexe, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, je pense que l'interpénétration des deux est très grande, et qu'il n'y a pas d'un côté l'occupant et d'autre le franco-français, bien qu'il y ait certainement des spécificités. Mais j'ai découvert que la plupart des ministres du Marshal Pétain étaient parfaitement germanophones. Ils corrigent l'interprète et ils s'expriment parfaitement en allemand. Donc, dialogue et l'échange. Je pense aux lois, par exemple les lois comptables, on vit sur un système comptable, vous savez, la comptabilité analytique, c'est tout à fait un domaine du monde du travail, avec un livre de recettes et de dépenses, une façon de voilà. Et bien ça, c'est Hermann Göring, et toute l'Europe doit fonctionner de la même façon pour faire des affaires. Hein. C'est l'Europe économique. Et donc, si on reste un petit instant sur le monde de la santé, oui. Quelles sont les principales mesures que vous avez retenues et quelle est la part donc de mesures plus purement françaises et plus imposées par l'Allemagne La santé, c'est très allemand. C'est-à-dire que l'occupant, enfin, si j'ose dire, l'occupant, il y a des préoccupations hygiénistes dans l'entre-deux-guerres, hein, pas non plus, nous avons tous lu sans doute les mémoires de Jean Zay, le souvenir résolutif, c'est remarquable. Mais l'occupant est obsédé par la contagion et les maladies. Le contexte est différent, c'est-à-dire par exemple la syphilis n'est pas curable, hein, 45 épidémies, et il y a 90 jours d'incubation. Aujourd'hui, si on fait un test de syphilis, en 24 heures, on le sait. Mais avant, il faut 3 mois. Or, la maladie, à cause des relations franco-allemandes sentimentales ou tarifées, où les deux progressent de manière exponentielle, la statistique explose. Donc, l'occupant est paniqué. Voilà. Prophylaxie, prévention, les vaccins, vaccins obligatoires à l'école, carnet de vaccination qui permet de partir en colonie de vacances ou en centre aéré, c'est l'époque du bol d'air, médecine du travail, et c'est toujours l'idée aussi qu'il faut isoler l'élément malade. Les préoccupations hygiénistes et les vaccins contre la diphtérie, c'est cette époque. Et une vraie volonté donc également sur le sport, je pense, qui rejoint cette volonté. Alors je note notamment les PES personnes publiques qui dateraient de cette époque et différentes pratiques sportives, donc toujours cette volonté, ce culte de la santé, de l'entretien du corps, etc. Et là vous pensez que c'est vraiment l'influence allemande Oui, bien sûr. Le rapport à le corps protestant, pas le corps catholique, hein, pas le corps un peu honteux de l'esprit de la culture catholique, où le corps est lié au désir, au péché, on le cache. Le corps allemand, c'est le corps sain, donc il n'y a pas de. Donc il y a le souci de la santé, du bon poids, et on a tous connu ces personnes publiques, ça existe toujours, qui sont absolument increvables, qu'on trouve, vous savez, à l'angle des rues, près des pharmacies. Ça c'est cette époque-là, et il faut peser le bon poids. Donc c'est un nouveau type de femme qui émerge aussi. Je pense à la beauté, c'est plus la femme artificielle, peroxydée, très maquillée, très sourcils épilés. C'est Danielle Darieux, pour ne pas la nommer, qui est l'archétype de la femme de Vichy, j'ose le dire. Saine, mince, sportive, toutes les revues collaborationnistes, elle fait sa gymnastique tous les matins, et les photographes sont là pour le vérifier. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sports et des nouveaux sports, le grimper à la corde, d'ailleurs les profs de sport au baccalauréat, le handball, on ne dit pas le handball, on dit le handball, c'est un sport allemand. La France aujourd'hui est championne olympique du handball. Le ping-pong, le judo, parce que l'Allemagne nazie est alliée des pays de l'Axe, du Japon, on valorise ces sports. Tout à fait un autre esprit, et on me demande souvent, mais alors comment ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait vite? Je dirais qu'il n'y avait pas le choix. Ce sont des lois, ce sont des ordonnances, c'est obligatoire, c'est pas si on veut. C'est pour ça peut-être que ces lois sont passées, ce sont des lois entre guillemets. Alors donc il y a, si on reste encore un instant sur ces lois vraiment d'inspiration allemande, un mot peut-être sur la carte nationale d'identité. Là, si vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que c'est vraiment un point important, c'est l'une des mesures les plus symboliques. Bien sûr, c'est-à-dire qu'elle revêt un caractère obligatoire, et comme vous le soulignez, avant c'était au département de la Seine, c'était conseillé d'avoir un caractère obligatoire, et ça ne marchait pas tellement. Et là, c'est un instrument d'exclusion, la carte d'identité, c'est-à-dire hommes et femmes. Sitôt la carte, parce que tout
pèse, on classe, on trie, c'est une époque, l'époque des statistiques, NIR, numéro national d'identification, en tout cas qui deviendra numéro de sécurité sociale, avec, vous savez, on a toujours ça, 99, si on est né hors de France, hop, qui sort, ce sont les fiches mécanographiques, et la carte d'identité, bien évidemment, dès qu'elle est obligatoire, il faut l'avoir, on lui appose le tampon, non, juif. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est une mesure qui va durer après la guerre, Oui, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez retrouvé des traces après la guerre d'une question se posant, quelqu'un se disant, bah, étant donné que c'est une mesure de Vichy et qui était liée à la persécution des Juifs, est-ce qu'il faut la maintenir ou au contraire l'annuler, ou finalement c'était déjà rentré dans les mœurs et finalement... C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de point de vue, je pense qu'il n'y a pas d'épuration au point de vue de l'administration, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires de l'époque de Vichy, on les retrouve à la 4ème République, ce sont les mêmes, et c'est un état d'esprit, et il n'y a pas de remise en question, ça c'est un grand débat, il n'y a pas de remise en question profonde de cette époque, à mon point de vue. Je cite souvent cette phrase de Gaulle qui a dit « La France a besoin de ses enfants, de tous ses enfants ». On jette un voile, on va reconstruire. Et on reconstruit peut-être sur du flou, du malentendu, des ambiguïtés. On ne regarde pas en détail. C'est une chose que je dis souvent. De même que De Gaulle n'a jamais condamné la Shoah, à ma connaissance. Dernière mesure sur laquelle j'aimerais revenir, d'inspiration allemande liée vraiment à l'Allemagne, peut-être l'histoire de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. Parce que quand même c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui, vous le savez tous. Et là aussi il s'agit d'une mesure qui est vraiment faite pour favoriser l'Allemagne, tout simplement. Il faut se mettre à l'heure allemande. À l'heure allemande, à l'heure de Berlin. C'est-à-dire l'occupant arrive à Paris le 14 juin 40, d'ailleurs selon un processus planifié plusieurs années à l'avance. Et dans la journée, les pendules sont mises à l'heure, toutes les pendules sont mises à l'heure de Berlin. Et voilà. Et après, au début, la presse flotte un peu, l'heure de Berlin, attention, avancez-vous, monte, non, les reculer. Encore aujourd'hui, au passage, qu'est-ce que je dois faire, quel moyen mnémotechnique. Bon, et c'est très intéressant, c'est que cette loi, bon, là, en principe, avec le rétablissement de la légalité républicaine, la fin de l'occupation, la libération, cette mesure est supprimée. Mais elle est ressurgie dans les années 70, et ceux qui l'ont connue disent « Ah, c'est l'heure de Berlin, c'est l'heure des poches ». Mais aujourd'hui, bon, il y a juste beaucoup de polémiques. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une question. C'est-à-dire qu'on voilà, s'inscrit dans un temps et une heure. Et donc vraiment, quand elle a été réintroduite, donc plusieurs années après la libération, même plusieurs dizaines d'années, les gens s'en souviennent et cela frappe... Dans les années 70, il y a eu de nombreuses tribunes critiques. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connu sont un peu nonagénaires, donc un peu moins, mais beaucoup de gens râlent pour ce changement d'heure. Deuxième partie, à mon avis, dans le livre, ce sont des mesures qui sont liées tout simplement à la guerre et à l'état de la France à cette époque, donc liées notamment au rationnement. Alors on a parlé un tout petit peu de l'alimentation, s'il y avait une ou deux mesures qui vous reviennent en mémoire. Oui. Et puis aussi, après, à part l'alimentation, ce qui m'a vraiment intéressé, alors je vais retrouver la page parce qu'il y a des photos, c'est ce que j'ai découvert être le carreau Vichy dans l'habillement. Ça, j'aimerais vraiment que vous nous en parliez parce que c'est tout à fait extraordinaire. Je n'avais jamais vu d'ailleurs des chaussures en carreau Vichy. Si vous arrivez à voir quelque chose... C'est à cause des pédurés de cuir. Voilà, justement. Donc ça, si vous pouvez, il y a donc des mesures qui sont liées vraiment à la pénurie, au rationnement que subissent les Français. Oui et non. C'est-à-dire, bien sûr, de la déclinaison des carreaux Vichy pour les sacs et les chaussures, c'est parce que, bon, il faut des tickets pour avoir des chaussures dans un sac, et les carreaux Vichy s'obtiennent sans ticket. C'est surtout, ça fait partie de l'identité de Vichy. L'identité de Vichy, c'est donc, il y a tout près de Vichy, il y a des usines, des manufactures qui fabriquent du tissu, vous savez, c'est une matière paysanne pour recouvrir les pots de confiture, dessus de cheminée, ce tissu à carreaux rose et blanc, bleu et blanc, rouge et blanc, marine et blanc, et il y a une mode, bien sûr. C'est le renouveau, l'identité nationale, l'identité régionale, c'est très forte, et donc les carreaux Vichy sont
tout à fait à la mode. Ça va même assez loin. Vous savez qu'il y a une mesure qui date de cette époque, c'est ce qu'on appelle la loi sur la protection des naissances, qui existe toujours, sous le nom de loi sous X, de l'accouchement sous X. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore en France, on peut mettre au monde un enfant, bien sûr l'identité du père n'est pas dévoilée, mais l'identité de la mère non plus. Et ces enfants sont déclarés pupilles de la nation, sont élevés à titre d'assistance publique. Et j'ai vu des reportages, et ces enfants sont habillés en père Vichy. Le mari est là. Comme, pardon, madame. Ah non, Brigitte Bardot, en 52, pour son remariage, crée effectivement, relance la mode, 52, c'est pas tellement, en se mariant en père Vichy rose et blanc. Il y avait des pulls chacun, des pulls de... Oui, il y a toute une mode. C'est pas les Knickerbockers, parce que ça n'a pas tellement duré. Et donc sur l'alimentation, alors lié je suppose au rationnement, donc j'ai vu des mesures, si je ne me trompe pas, sur la saccharine notamment, sur la pâte à tartiner fromagère, aussi c'est... Alors l'alimentation, ça va dans deux sens. Le premier sens, c'est le sens d'un conservatisme très grand. Vichy, l'identité régionale, les produits du terroir, la terre ne ment pas. C'est un terme qui a trouvé la formule, la terre, elle, ne ment pas. Eh bien, les appellations d'origine contrôlée, qu'on appelle aujourd'hui d'origine protégée, naissent sous Vichy. C'est-à-dire, en plus, tous les vins qui sont sous appellation d'origine protégée échappent au rationnement, donc il y a un possible commerce avec l'occupant, notamment pour tout ce qui concerne le champagne et les vins de Bordeaux. D'un côté, alors qu'est-ce que le maroilles? Définition, caractéristiques, couleur, poids, mode de fabrication, les appellations d'origine contrôlée, ça c'est l'identité Vichy. Mais d'un autre côté, et ça c'est l'influence allemande, c'est l'introduction de la chimie dans l'alimentation. Vous évoquiez Fanta, la boisson Fanta chimique à souhait, orange, qui est sucrée au vrai sucre de betterave, autour de 3%, et surtout c'est fait avec des résidus de fromage, des résidus de croûte de fromage, de vieux cidre, c'est infect, mais c'est totalement chimique. Et ça marche. Fanta, c'est fantastique, ça c'est fantastique. Et c'est à l'époque, on ne peut pas fabriquer de coca, parce que coca un blocus, et d'autre part, les Anglais et les Américains sont des ennemis, ce ne sont pas des alliés, il faut le rappeler, donc on ne peut pas fabriquer de coca, et les usines d'Angleterre, quand on est en guerre, on fabrique du Fanta dans des bouteilles de coca, comme la publicité le montre. On arrange l'affaire. L'introduction de la chimie, l'industrialisation de la nourriture. Donc, les Allemands sont les rois des tartines et de la pâte à tartiner, et un brot, et bien ça c'est resté, c'est-à-dire, vous savez, tous les fromages fondus de mauvaise qualité, on les met ensemble, et ça c'est resté, les Allemands sont partis, et l'alimentation est restée. Et au fond, après, tout ce qui est appellation d'origine contrôlée, c'est devenu cher, c'est un petit peu marginalisé. Aujourd'hui, on peut aimer un bon fromage, mais c'est une démarche particulière que d'aller acheter un bon fromage chez un fromager, mais ces fameuses pâtes de tartiner, sans citer aucune marque, on les trouve partout. Ça, ce sont entre autres. Oui. Alors vous parliez donc juste à l'instant des régions, de l'importance de ces produits de région. Il y a une mesure qui m'a beaucoup étonné, là on fait un saut thématique vers l'éducation au niveau des dialectes régionaux. Oui. Et ça j'aimerais que vous nous en disiez plus parce que c'est assez frappant. Oui, alors ça c'est la démarche donc, dans l'Europe, la démarche dans la grande Europe. Il faut favoriser tout ce qui est fédération et éviter la centralisation. Alors, ce qui est très contraire à l'esprit français. Très contraire à l'esprit français, où on interdisait de parler breton dans les écoles. Et bien là, au contraire, le parti breton, un parti nationaliste breton d'ailleurs, est habillé, ils ont tenu très proche, un certain parti extrême, tenu très proche de celle du parti nazi, bien sûr, et tout ce qui est régional est encouragé. Donc on peut passer le baccalauréat avec le celte, le mosellan, l'alsacien. Ça c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on peut à nouveau passer le bac, depuis quelques décennies d'ailleurs. Oui. Et puis aussi l'accent mis sur les langues. Il faut apprendre l'allemand, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre l'allemand. L'anglais aussi? Non, non, pas à cette période, si. Pas à cette période. C'est recommandé, mais
pas de publicité pour l'anglais. Mais l'allemand, par exemple, L'allemand, c'est une épreuve obligatoire au bac ou comme pas? C'est la première langue. C'est la première langue, c'est-à-dire si on fait une pratique une langue vivante, c'est l'allemand. Et oui, bien sûr. Les statistiques sont très bonnes. Les inscriptions aux cours sont nombreuses. À la Sorbonne, on dispense des cours gratuits. C'est intéressant parce que l'allemand aujourd'hui est devenu une langue un peu marginale. Personnellement, j'aime beaucoup cette langue. Je trouve que c'est une langue magnifique, très souple et structurée en même temps, qui a une potentialité extraordinaire. Et c'est une langue qui est tombée les statistiques, c'est quoi, 5%? C'est une langue rare, presque une langue. Et c'est dommage. Et c'est pas du tout comme l'époque. Mais c'était pas Vichy qui avait lancé la mode de l'allemand. Oui. Je le sais par tradition familiale, d'ailleurs moi j'étais allemand, je parle couramment anglais, mais c'était en quelque sorte quand on préparait Saint-Cyr au Polytechnique, et c'est le cas pour l'oncle dont je vous ai parlé, qui est mort au feu en 1916, il a d'abord été fait prisonnier, il s'est évadé parce qu'il voulait apprendre bien l'allemand. Pour rentrer à Polytechnique, la langue c'était l'allemand. Et c'était parce que, dans l'esprit de la revanche, de 1870, de la préparation de la guerre de 14, etc., l'allemand était devenu la langue principale. Et même entre deux guerres, curieusement, ce n'était pas l'anglais qui était choisi en priorité, c'était encore l'allemand. Oui, c'est connu ça. Non. Et c'était l'allemand parce qu'on disait que c'était plus difficile que l'anglais, on pouvait toujours se débrouiller. Et peut-être est-ce la cause du fait que les Français en général parlent très mal anglais. Je crois que c'est un peu plus compliqué sur l'allemand parce que si on se rapproche des études juives notamment, au 19e siècle et au début du 20e siècle, véritablement la langue de culture, la langue dans laquelle se publient les meilleures études scientifiques, etc., en tout cas dans le domaine des études juives, mais je pense que ça le dépasse grandement, l'allemand a une place prépondérante. C'est véritablement ce qui est aujourd'hui devenu l'anglais dans le domaine des sciences sociales, des matières scientifiques, etc. C'est l'allemand à l'époque. Donc je suppose que ça a un lien aussi. Si on reste sur le bac, je vois qu'il y a d'autres épreuves que nous connaissons encore aujourd'hui qui ont été imposées à cette époque, notamment donc le dessin, la musique, le sport évidemment, ça on a déjà parlé de ces... Quel lien vous y voyez? Pourquoi tout d'un coup le dessin et la musique le dessin et la musique, ça c'est très allemand. L'occupant, vous savez, c'est Abès qui a eu ce mot sur lequel la musique était le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on introduit Mozart en France, Mozart n'est plus du tout donné, un siècle et demi, plus Mozart, et il y a la fameuse semaine Mozart au printemps 41, le 50e anniversaire, et on donne Mozart. Donc c'est une manière d'introduire, vous savez, la fameuse, vous savez, la radio diffuse la musique, les concerts gratuits, les concerts en plein air. Il y a quelque chose voilà, une présence diffuse et plutôt agréable. Et là, l'occupant part et la musique reste, Mozart reste. Un certain renouveau, la musique baroque d'ailleurs, la musique française, c'est Vichy aussi, la musique française. Il faut découvrir les compositeurs français. Eh bien, ça date de cette époque-là. C'est ça qui est complexe. Autre mesure au niveau de l'éducation, mais même des métiers. Oui. Visiblement, c'est à l'époque, il y a donc la création d'agrégation de géographie, cette fois-ci, et je vois d'autre part, peut-être un peu dans le même domaine, l'organisation du métier de cartographe qui se fait. Est-ce que là aussi vous y voyez bien sûr. Une conséquence de la guerre, de la présence allemande? Il y a une grande tradition de géographes et de cartographes qui est allemande. Vous savez, on dit que la bataille de Sedan a été perdue par la France parce que les officiers ne savaient pas lire une carte. Il y a un retard énorme qui est pris en géographie et toute une école allemande qui va s'imposer, dont l'agrégation géographique qui est restée là aussi. Et le métier de cartographe aussi. Le métier de cartographe qui est un métier qui est reconnu comme un art, comme un métier d'artiste. Ça c'est resté. L'agrégation de géographie à l'époque est déjà accomplie à cette histoire ou pas? Distincte. Une agrégation distincte. Il y a très peu de candidats. C'est très intéressant de voir comment les choses s'interpénètrent.
comment elle reste. L'occupant part et les structures restent. Alors là, on a vu quand même à chaque fois, ce sont visiblement des mesures d'inspiration allemande. Oui. J'espère en trouver maintenant qui soient vraiment d'inspiration vichiste, dirais-je. Oui. C'est autour de la religion, puisqu'il y a quand même, alors évidemment, on est 30 ans après la loi de séparation des églises et de l'État, donc a priori la place de la religion a quand même beaucoup baissé au sein des structures de l'État, de la République française. Et on a véritablement un retour en arrière avec le régime de Vichy. Les rapports entre l'Allemagne nazie et la religion, notamment la religion catholique, on le sait tous, étaient extrêmement complexes en Allemagne. Et on voit quand même en France différentes mesures qui remettent au goût du jour certaines traditions catholiques. Alors j'ai noté, bon, il y a évidemment Noël, le Noël des entreprises qui date de cette époque, mais également le renouveau des pèlerinages des congrégations, ce qui est donc un très grand retour en arrière par rapport à 1905. Oui. Et là, je pense quand même, enfin j'espère ne pas me tromper en disant que c'est d'inspiration maréchaliste même peut-être. Oui, ça c'est aussi, tout à fait, parce que le nazisme et le catholicisme n'ont jamais fait bon ménage. Mais au sein de la hiérarchie catholique, il y a aussi différents niveaux, c'est-à-dire que les évêques ou archevêques sont en quasi-totalité pro-Pétain, pro-Vichy, et les curés sont ce qu'on appelle à l'époque gaullistes, terroristes, mais sont plutôt dans la résistance, en tout cas mais il y a une sorte de réconciliation, effectivement, c'est-à-dire que les pèlerinages, Lourdes aujourd'hui, la renaissance de Lourdes, ça date de cette époque. Le culte marial, il y a le mois de Marie, qui est le mois de mai, on ne se marie pas pendant le mois de Marie, les processions, c'est vrai que les congrégations religieuses ont le droit d'enseigner à nouveau. Ça, c'est un geste fort, effectivement, après le traumatisme de la séparation de l'Église et de l'État. C'est une certaine France. Moi, je pense toujours que cette France existe toujours. Je pense qu'elle existe encore, cette France-là. Je viens de passer 2 jours à Versailles qui m'ont marqué beaucoup. Il y a une retombée très curieuse de ça. Ça concerne la religion juive. Oui. C'est que je viens de lire dans un livre qui vient de sortir, qui est très curieux d'ailleurs, parce que, pas forcément à tort pour les points précis, c'est un historien qui s'appelle Michel, qui est en même temps rabbin. Il est historien et rabbin. Nous l'avons reçu il y a quelques mois pour la présentation de ce fameux livre. Et bon, ce qu'il dit, c'est pas une réhabilitation de Vichy, mais quand même, il insiste sur certains points qui sont exacts. Par exemple, il n'y a jamais eu l'étoile jaune, je n'ai jamais porté l'étoile jaune en zone sud. Énormément de gens se trompent. Même Annette Vievorka l'avait oublié, hein, c'est plus quand même. Et par exemple, l'histoire du décret de dénationalisation qui devait être pris en 1943, qui n'a pas été pris, et le thème de ce livre, c'est que Vichy a sacrifié tous les juifs étrangers pour protéger plus ou moins les juifs de souche. C'est pas entièrement faux. Alors là, cette thèse vraiment a été très contestée. Il y a des éléments qui sont vrais. Les éléments sont peut-être vrais, la thèse en elle-même est à mon avis très contestable et a été très contestée. Ce pauvre Alain Michel a eu beaucoup de problèmes. Il y a dedans quelque chose qui est assez amusant. C'est que pour la définition des juifs, comment définissait-on? Alors ça a été un très gros problème. Pourquoi? Parce que la définition nazie des lois de Nuremberg était religieuse et non pas raciale, contrairement à tout ce que tout le monde pensait, parce qu'il n'y avait pas de définition de la race, donc on ne pouvait pas le faire quand on voulait faire des lois, et les lois de Nuremberg, on était obligé de prendre la définition religieuse. Curieusement, Vichy, quand il y a eu le statut des Juifs, a réintroduit la notion de race juive. Moi j'ai encore le papier que la famille a. Moi j'étais grand adolescent déjà à ce moment-là, donc j'étais déjà avec sur les grands-parents, etc. Grands-parents. Mais alors il y avait un problème, c'est que la loi de séparation de 1905 n'a pas été abolie par Vichy. Et ça il le dit, Michel, dans son livre, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et qu'il y a eu des résistants parmi les gens de l'administration. Nous on a été sauvés parce que le secrétaire général de la préfecture de Gap nous a donné des faux papiers qui ont très bien tenu. Bon, le problème était de savoir comment pouvait-on définir les juifs. Alors la race,
déclaration de 1905 était toujours en vigueur, car Vichy n'a pas pensé à l'abolir. Il a aidé les congrégations, il a le roi de Marie, la fête des mères, etc., tout ce que vous dites dans votre livre, très bien, mais ils n'ont pas aboli la loi de 1905. Donc, pour des juristes un peu pointilleux, vous passez devant un tribunal, on ne pouvait pas. Donc, il n'y avait pas une définition rigoureuse possible, puisqu'on ne pouvait pas définir la race, et qu'on ne pouvait pas faire état de la religion. Ça n'a malheureusement pas empêché tout ce qui s'est passé, arrestation, etc., etc. Mais il y a eu cette chose très curieuse en ce qui concerne les Juifs, qui n'avaient pas une définition possible, correcte, de leur nature. Et sur le papier de déclaration de la judéité, on est obligé c'est marqué race. C'est-à-dire que Vichy a fait pire que l'Allemagne, puisqu'elle a introduit la notion de race, c'était plus une notion religieuse. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et c'est une des questions que je voulais poser à Cécile, c'est que visiblement il y a énormément de mesures, quel que soit leur thème, mais on a quand même l'impression, c'est ce qu'explique monsieur à propos de la définition des juifs et de la place des religions, de la religion juive, etc., c'est qu'on a quand même l'impression d'un ensemble fouillis et assez peu structuré finalement. Et qu'il y a donc des contradictions, des mesures qui sont prises un peu au lance-pierre, on se demande un peu quelle est l'unité. Effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de chambre, etc., et que ce soit finalement uniquement des mesures édictées par les ministres, si je ne me trompe pas. Oui, il y a pas. Bien sûr, il y a des groupes de pression, on ne peut pas le dire autrement. Chacun pousse dans un sens, oui, allez-y. Il y a une idéologie. La Révolution nationale. L'idéologie qu'ils ont essayé de construire, c'est celle de la Révolution nationale, avec le corporatisme. Oui. Et comme il y avait un fondement déjà en France sur le corporatisme, qui était précisément les corporations, on a essayé de récupérer ce système, on a essayé de le théoriser, et à partir de là, le reste pouvait découler. Bien sûr. Et tout, c'est un tout. Mais on a essayé de se trouver, une fois qu'on a dit Révolution nationale, on a essayé de se trouver un système. Oui. Et donc c'est un certain Lucher, je crois, qui a écrit à peu près, qui a théorisé sur le corporatisme. Et c'est ceci, ce sont les principes. Les corporations ouvrières du Moyen-Âge ont été réhabilitées. On a repris un peu ce modèle-là, qui est une forme de fascisme. C'est le principe du fascisme, un faisceau avec un chef, un sous-chef, une série de sous-chefs, etc. Mais l'idéologie Révolution nationale avait besoin de se structurer, corporatisme. À partir de là, selon cette idée, on fait des fromages, on fait des appellations, on crée des conseils de l'ordre, des médecins, des avocats, de tout ce qu'on veut, toujours selon ce système-là. Et je crois, pour ce que j'ai compris de cette époque-là, je crois que en essayant de réhabiliter, de faire ce système corporatiste, on a pu, après, prendre des mesures qui découlaient. Toujours l'exclusion. Pour Lucher, moi je connais qu'un Jean Lucher, c'est président de la Corporation de la Presse, c'est un homme très puissant, d'une presse entièrement sous contrôle. Je ne suis pas sûr que ce soit le théoricien, il n'a pas un profil très théoricien, mais je peux me tromper. C'est un autre Lucher, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, l'esprit de la corporation, c'est aussi nazi, et le fameux, vous savez qu'il existe toujours, le fameux concours du meilleur ouvrier de France. C'est un programme nazi, c'est le Wettbewerbskampf, c'est-à-dire que Reichswettbewerbskampf, le concours du meilleur ouvrier au niveau du Gao, des régions nazies, puis au niveau national. Et aujourd'hui, et donc à l'époque, Pétain est meilleur ouvrier de France d'office, et d'ailleurs dans son bureau il y a un grand portrait, un grand diplôme de meilleur ouvrier. Et aujourd'hui, le président de la République, François Hollande aujourd'hui, est meilleur ouvrier de France de facto, puisque c'est lui qui donne. Donc ça existe toujours, cette idée, ça n'a rien changé. Oui, sauf que on peut dire à leur décharge que précisément c'était antérieur à Vichy, cette idée. C'est réactivé complètement. C'est réactivé, c'est récupéré. Oui, récupéré. Mais c'est quand même antérieur à Vichy, Oui. c'est plutôt une tradition française, du Moyen-Âge, des corporations. Oui, mais enfin, la couleur des cravates, c'est
entièrement calqué sur l'Allemagne nazie. Hein. La couleur des cravates par corporation, les photos. Bon, ce qui est différent, c'est effectivement c'est baigné par Suard, Notre-Dame, tout ce que vous voulez, toute la sauce catholique, si j'ose dire. Et donc évidemment, il y a eu pas mal de mesures, assez arides d'ailleurs à lire, sur l'organisation des entreprises, etc. Tout simplement la création de la fonction de PDG. Là, j'ignorais que ça datait de la période de Vichy. C'est cette notion, ce que vous disiez, monsieur, de chef, etc. Alors il y a aussi des mesures, bon, sur l'ordre des médecins, etc. On n'y reviendra peut-être pas parce que c'est déjà tellement connu que ça, pour le coup, mais également des mesures au niveau de la police, de la création des CRS, tout simplement. Si on revient à des questions... Le CRS, je me suis permis d'indiquer pas une petite erreur, mais du livre. En fait, les CRS, on les doit à Raymond Aubrac. Mon ami Raymond Aubrac, qui était commissaire de la République à Marseille, et qui a transformé ce qui étaient les gardes mobiles de Vichy, qu'on appelait les GNR, bon, c'est lui qui a créé officiellement les premières compagnies républicaines, il a insisté qu'elles soient républicaines, de sécurité. C'était à Marseille, juste après la Libération. Oui. Avec des éléments qui venaient du maquis. Oui, mais non, ça je le dis. Mais par exemple, la tenue est restée très longtemps la même. C'est très troublant. Oui, absolument. La police, bien sûr, c'est toujours un outil, une police qui est répressive. C'est une police nationale. Et d'ailleurs, même le chef du cabinet civil de Pétain, Moulin Labartête, s'insurge contre la tenue avec les joggeurs, enfin, le sorte de bouffant. C'est vrai qu'il y a une police municipale et en dessous de 5000 habitants, des gardes champêtres. Oui, on voit beaucoup à cette période-là. Alors sur des questions un peu plus sociales, et ça on sait que c'est un thème qui était très cher au régime de Vichy, la place de la femme dans la société. Ah oui, ça c'est... Alors la femme a la place, en même temps qui est obligée de travailler pour toutes sortes de raisons, liées à la guerre et à la situation de guerre, mais en même temps le symbole de la mère au foyer qui est évidemment... le slogan c'est travail, famille, patrie, et le rôle de la femme comme ça est assez ambivalent finalement, parce qu'à la fois on veut qu'elle travaille, et à la fois on veut qu'elle soit une bonne mère de nombreux petits Français. C'est une question complexe. D'ailleurs, l'article, je l'ai réécrit 4 fois. On l'a fait relire par un éditeur, on l'a fait relire par un spécialiste de Vichy, Michel Pointet, on va pas le nommer, alors c'est insurgé, mais moi j'ai maintenu mes positions. Alors, bien sûr, le renouveau de la natalité, ça date de Vichy, 42, le fameux boom, le renouveau de la natalité. Pétain accepte d'être le parrain du 16e enfant. On n'y croit pas. Si les 15 précédents sont encore en vie, le prénom qui est le plus donné à cette époque, c'est Philippe. Il y a eu des cas avec ce 16e enfant ou Oui, il est parrain une vingtaine de fois. C'est tout à fait... Bon, le contexte est autre. On est dans une... donc la mère de famille, la journée des mères, la famille est valorisée, on pense même à lui donner un salaire. Extension des allocations familiales, carte de réduction, famille nombreuse, voilà. Tout ça, c'est Vichy. Et d'un autre côté, où il y a 1,5 million de prisonniers en Allemagne, il y a des postes à pourvoir. Donc les femmes sont au travail. Et j'ai lu des textes de loi qui donnent pour la première fois des quotas. Alors, femmes cadre sup, ça c'est 0. Secrétaire, 100%. Mais chef de service, 20%. Et il y a des dessins humoristiques, par exemple les premières femmes policières, c'est Vichy. Alors le prototype, c'est la femme secrétaire, et j'ai lu beaucoup d'articles où la femme dit alors comment dois-je me comporter, le monde du travail s'ouvre. Et les femmes ont le droit d'avoir un carnet de chèques et de signer des chèques sans autorisation d'un mari, et d'ouvrir un compte à elle. Ah oui, ça c'est Vichy. Et ça disparaîtra, et ça ressurgira à la fin des années 60, quand même au début des années 60. Voilà. Donc il y a un double mouvement. La femme au foyer, mais la femme qui travaille. Et à chaque guerre ou révolution, il y a des poussées comme cela. La guerre 14, les hommes étaient une France largement rurale, les hommes étaient au front. Ils sont revenus, les femmes avaient appris à manier la charrue, à conduire une ferme, à mener une ferme. Et elles ne sont pas retournées dans leur cuisine aussi facilement. Eh bien, la l'occupation, c'est aussi une avancée des femmes. Les choses n'ont plus jamais été pareilles, bien des égards.
Il y a un revers de la médaille sur laquelle je voulais vous interroger, Oui, je vous en qui prie. est le suivant. 1 200 000 prisonniers, des jeunes Allemands, etc. Il y a eu pas mal d'échanges, et curieusement, il y a eu quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur, qui est le conseiller de Sarkozy, qui s'appelle Buisson, qui a écrit deux petits livres sur la vie sexuelle pendant l'occupation, qui est curieusement assez bien documenté et qui n'est pas, comme on aurait pu le penser, a priori très très agressif vis-à-vis des femmes. Mais alors ma question est la suivante. Il y a eu une législation extrêmement sévère contre l'avortement. Oui, peine de mort. Puisqu'il y a eu cette fameuse condamnation à mort, sur lesquelles il y a des tas de détails, il y a eu le film de Chabrol après là-dessus. Et bien entendu, ça s'est, comment dirais-je, associé à une législation qui était antérieure, qui était de 1919-1920, la Chambre bleue Horizon, qui interdisait la contraception, ou même la propagande anticonceptionnelle. Et cette loi a donc été gardée sous Vichy, elle a été très aggravée, parce qu'il y a eu tous ces problèmes qui sont posés, y compris, bien entendu, les femmes dont le mari était prisonnier depuis 3-4 ans, il y avait les troupes allemandes qui étaient là, etc. Et ma question est, comment est-ce que cette législation a évolué à la libération? En d'autres termes, je pense que les choses les plus sévères sur l'avortement ont été supprimées, mais il a dû en rester quand même une partie. Qu'est-ce qu'il en est advenu de ça? C'est une question assez pointue. C'est à ce effet, peut-être qu'il faudrait poser cette question. Sur la contraception, je ne sais pas si... Je crains, moi, qu'il y ait une partie soit restée Oui. et qu'elle ait été remise en cause quand il y a eu des mouvements dans les années 60, avec la faute des femmes, j'ai la lignée, etc., etc., etc. Mais il y avait eu une législation ultra sévère, Oui, bien sûr. ultra méchante, parce qu'il y a eu cette femme qui a été décapitée, mais il y en a eu d'autres qui ont eu des peines très sévères. Le contexte est tout à fait différent. Et je ne sais pas ce qu'il en est advenu. J'ai essayé de regarder sur Internet, parce que je savais que je regardais ce soir, je n'ai pas trouvé la réponse là-dessus. J'aurais une réponse indirecte à vous donner. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu. Vous ne l'avez pas lu? Je trouve ça remarquable, l'édition du Seuil, enfin levé, et qui essaie de comprendre, c'est la génération d'après 68, son père, elle interroge... Elle est établie. Oui, mais elle est établie. Comment quelqu'un qui a fait normal sup se retrouve à travailler en usine. Et en fait, elle s'interroge et elle découvre que la plupart des leaders de mai 68, ça nous éloigne tout à fait sur un autre terrain, sont des enfants de personnes qui ont été cachées, qui ont subi... Vous voyez, c'est la nouvelle génération. Ils sont nés à la fin, ils sont nés au tout début, et c'est eux qui mènent la révolution. Et c'est comme s'il y avait un retour de l'histoire aussi. C'est-à-dire, ceux-là se sont tués entre 40 et 44, la génération de 68 parle à leur place. C'est une hypothèse très intéressante. Très intéressante. Donc peut-être au niveau du planning familial, effectivement, toutes les femmes qui demandent le droit de disposer de leur corps, c'est un effet, voilà, c'est l'anti-Vichy. Bon, mais c'est une hypothèse intéressante. Je recommande la lecture de ce livre parce que ça ouvre. Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi, voilà, qu'est-ce que c'est mai 68 aussi. Pourquoi, par rapport, voilà, il y a un lien entre 40 et 44 et 68. Et vous savez que toute la législation dont vous parlez, elle a perduré dans une situation tout à fait particulière, c'est en Afrique du Nord. Car quand il y a eu le débarquement des Américains et la libération en somme de l'Afrique du Nord, elle s'est faite avec l'affreux maréchal Juin et l'affreux amiral Darlan, et c'est le régime de Vichy qui a perduré pendant plusieurs mois. Il a fallu des représentations de la presse américaine, notamment ce qui avait été alerté par les juifs algériens qui n'avaient pas été remis dans leurs droits. C'est raconté dans le livre de mon ami Joseph Bunker qui vient de sortir, qui raconte l'histoire qui s'est passée il y a exactement 70 ans, le 8 novembre 1942 à Alger. Or, le régime de Vichy a perduré malgré l'arrivée des Américains, malgré le renversement en quelque sorte des alliances
Algérie et même au Maroc, donc c'est assez complexe, mais c'est effectivement l'anniversaire cette année, donc il y a eu beaucoup d'activités sur le sujet, etc. Si on revient à votre livre un instant, j'ai encore une question à vous poser, notamment un domaine que nous n'avons pas encore du tout abordé, et pourtant il est très intéressant, c'est le domaine de la culture. Oui. Alors si je comprends bien les choses, à la fois il faut que les Français en ces temps difficiles se divertissent et qu'on leur donne des manières de se divertir, mais d'autre part il faut contrôler et encadrer de manière extrêmement stricte les artistes. Oui. Et donc il y a eu comme ça énormément de mesures autour de la musique, des cinémas évidemment, du chant, enfin, est-ce que là vous voyez vraiment une unité entre donc divertir le peuple qui souffre et qui a faim, et d'autre part encadrer les artistes pour ne pas se retrouver face à des artistes contestataires, résistants même peut-être Alors je répondrai indirectement. Vous savez, mon détecteur collaborationniste se met à sonner quand j'entends deux choses sur la période 40-44. La première c'est, ah, vous savez, il n'y avait rien à manger. Sous-entendu, bah écoutez, il a fallu se débrouiller, hein, voilà, ça sonne. Et le deuxième c'est, ah, mais c'est une période très riche, très féconde, il y a les enfants du paradis, et là aussi ça se met à sonner. Et bon, il y a un statut d'artiste, il y a un statut, oui, tout est encadré, mais au prix de quoi vous savez, la fameuse chaîne, là c'est pas dans le livre, la fameuse chaîne de cinéma UGC, l'Union Marie. Vous pouvez en parler d'ailleurs. André, donc UGC, ça vient, l'Union Générale Cinématographique. C'est la récupération des salles de la spoliation. Laissées vacantes par les juifs. Un contrôle du cinéma. Qui a été reprise par l'État, qui a été revendue. Enfin, qui a été... Mais curieusement, j'ai été tout le temps au cinéma pour l'occupation, parce que comme on allait de ville en ville, je ne pouvais pas faire du sport ou avoir des petits copains, donc j'ai vu 32 films pendant l'occupation. Oui, ce que vous disiez, j'ai fait le compte. Hein. J'ai vu énormément de films. Il y a une chose très remarquable dans le cinéma sous l'occupation, il n'y a pas eu un seul, je dis bien un seul, français. Il y a eu Jussus, bien entendu, mais il n'y a pas eu un film antisémite où il y ait des relents antisémites dans le film. Il y a eu un film contre la franc-maçonnerie qui s'appelait Forces occultes, mais il n'y a eu aucun, pas un, de tous les films qu'il y a eu. Et comme je vous l'ai écrit également, vous disiez que ça a été la découverte de la couleur. À cause des Allemands, la ville dorée, etc., etc. Non, il y avait déjà la couleur, y compris pendant la guerre, parce que, c'est pas très connu, depuis 40, depuis 39 jusqu'à novembre 42, on pouvait voir les films américains en zone libre. Et comme je vous l'ai écrit, moi je me souviens très bien d'un film avec Spencer Tracy, qui s'appelle Le Grand Passage, qui est en couleur. Bon. On pouvait voir les films américains à condition qu'ils aient été présents en France au moment de la guerre. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le dictateur, ça on peut s'en douter, et il n'y a jamais eu non plus autant d'emportements. Quand les résistants allaient à Londres, la première chose qu'ils allaient voir tout l'emportement pour essayer de décomprimer un peu. Mais les films américains ont continué jusqu'en novembre. Et moi, pour mon anniversaire, bon anniversaire, c'est votre anniversaire, c'est aussi. On m'a dit, allez, tu vas aller au cinéma, tu vas aller voir. Et c'était 10 jours avant l'entrée des nazis en zone libre, dite libre. Alors c'était le et 1er novembre. Monsieur Smith au Sénat. Ouais. Ça c'est extraordinaire parce que Vichy et les gens qui attaquaient l'Amérique quand même dans le régime de Vichy pensaient que Monsieur Smith au Sénat était une critique de la démocratie américaine, de la fausse démocratie américaine. Donc M. Smith au Sénat pouvait être vu sous Vichy. Mieux encore, j'ai été voir avec mon meilleur copain qui malheureusement est mort à Auschwitz, qui s'appelait Lionel Lambert. Nous avons été voir sur la Canebière à Marseille en 1941, Go West. Ah oui. Go West, c'est avec les Marx Brothers. Ah. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des films dans tout ce truc antisémite. Il y avait quand même les Marx Brothers qu'on pouvait voir sur la Canebière à Marseille. C'est quand même extraordinaire. Le cinéma était un espace de liberté, et comme vous le savez, beaucoup de juifs comme Troner ou Cosma ont travaillé sur les grands films de l'époque sous un faux nom. Oui, c'est quand même une période de visa de censure où un grand
Vichy, c'est la musique d'un compositeur juif. Il faut quand même, c'est une période grande. Il y a les visas de censure, il y a un triple visa avant que le film sorte. Alors quelquefois, effectivement, un film échappe à une censure, mais voilà, c'est plus caricatrice. Je me rappelle aussi, alors je n'ai plus le nom du film en tête, mais il y a eu comme ça en 1941 un film français qui est sorti, qui a failli sortir en fait, d'un cinéaste juif. Le film en question a été refusé, a été censuré parce qu'il était fait, l'auteur en était un juif, et finalement il a fallu gratter les bandes pour que le film soit en définitive passé en zone occupée sous un autre nom, et c'est l'un des cas de spoliation les plus intéressants parce qu'il s'agit cette fois-ci de spoliation totalement intellectuelle, et je sais que la réparation de cette spoliation n'a eu lieu que dans les dernières années, donc je pense vraiment qu'au niveau de la culture il y a vraiment une très grande censure, comme vous le disiez, dans tous les domaines, et un encadrement extrêmement strict à cette période. Dès que les acteurs passaient de l'autre côté, leur film était interdit. Par exemple, Eric von Stroheim, il n'était pas question, bien sûr, de jouer La Grande Illusion. Mais ensuite, Gabin a été interdit. Parce que Gabin était passé aux États-Unis, était entré, et était engagé dans les groupes de police. Un aspect que je voudrais dire aussi, enfin, que je voudrais mentionner aussi, c'est que c'est le changement de nom sous Vichy. C'est-à-dire, pour des raisons de sécurité, beaucoup de personnes ont changé de nom et ont gardé toujours, souvent, la première lettre du nom d'avant. Je parlais au maire de Paris 3e, Pierre Ellenbaum, il s'est appelé pendant cette période-là, ou on ne sait pas, et il fallait garder le A, le hologramme à cause des mouchoirs, si on se trompait, il fallait juste un signe, voilà, il fallait pouvoir se souvenir de son nom. Et avec mon nom, c'était plus difficile parce que c'était K. Alors j'étais très fier parce que c'est moi qui ai trouvé la solution en regardant dans le Larousse. Qu'est-ce qu'il y avait comme nom avec K qui sonne des noms bien français? Et bien c'était les noms bretons. C'est pour ça que nous sommes appelés Kersin. Et malheureusement, il y a eu un problème. J'avais été chercher les faux papiers à Gap parce que le secrétaire général de la préfecture était dans la résistance des faux papiers qui nous ont d'ailleurs sauvés. Et on a été obligé de cela, on s'est appelé Carvol. Donc c'était les noms bretons. Ça avait un autre avantage, c'est qu'on pouvait être né à Lorient, dont la mairie avait été détruite. Donc on était également né à Lorient, ce qui permettait de retarder s'il y avait eu besoin de faire les vérifications. Mais on faisait très attention à ça, et il y a eu le galériste célèbre de Picasso, Canuelaire, dans ses mémoires, il a pris aussi le nom de Kersin. Donc l'idée n'était pas si originale que ça. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, intéressant et un peu tragique aussi, vous avez retrouvé votre nom, mais un certain nombre ont choisi, voilà, de ne pas retrouver leur nom. Je trouve ça terrible, d'avoir un nom double, mais je ne sais pas, je trouve quelque chose de l'identité. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez vous opiner Ah non, il y en a d'autres qui l'ont fait pour d'autres raisons. Chabot, Delmas, ils ont gardé leur nom de licence. Voilà. Dassault a gardé aussi. A gardé son nom. Oui. Tous sont convertis. Si certaines personnes ont des questions dans la salle, puisque maintenant nous avons fait le tour des différentes mesures et des différentes... Ravanel qui s'appelait HR, le grand résistant, Aubrac, qui s'appelait Samuel. Notamment Jean-Claude. Oui. Avant que commence ce débat, vous avez mis une idée très intéressante, j'aimerais bien vous entendre. C'est l'idée selon laquelle, si je me résume, Vichy n'est pas un ovni venu on sait d'où, mais qu'il y a une certaine continuité, c'est ça qui est extrêmement dérangeant avec certaines lois de la Troisième République. C'est une évidence. Je crois qu'il y a aussi dans une période de l'historiographie où on peut peut-être commencer à se permettre de revoir certains moments de l'histoire de France. Les historiens prenaient par exemple la Révolution française comme un bloc, je ne vais pas faire de différence. Avec Vichy, écrit Henri Rousseau et d'autres qui nous ont parlé de ce passé qui ne passe pas. On est toujours un peu dans cette situation, à mon avis, c'est très piégeant de parler de Vichy, mais certainement une
remarquer aussi que cette période-là, c'est aussi une période où s'installe une certaine modernité en Europe. Les technologies, la radio est bien développée, le cinéma vient de devenir parlant, les images en couleur commencent à se répandre, la télévision naît à ce moment-là, donc il y a tout un pan de modernité, et je crois que, et dans le nazisme, et dans Vichy, il y a à la fois l'exploitation de cette modernité, c'est le début aussi de l'informatique. Les traitements statistiques et informatiques se mettent vraiment en place à ce moment-là. Et puis il y a aussi cette espèce de retour vers une espèce de passé fantasmé médiéval ou d'ancien régime. On retrouve dans le nazisme, on retrouve en Vichy, et c'est peut-être ça aussi, ça peut être considéré, je pense que Hamza parlait aussi de ce genre de caractéristiques un peu communes de tous les fascismes qui ont, un fascisme allemand et le pétainisme en trois branches, mais il y a ce mélange d'une tendance à la modernité et d'un retour vers un passé idéalisé, un passé arien pour les nazis, le passé de l'ancien régime corporatiste pour Vichy. Oui, d'ailleurs, pour Vichy, ça c'est aussi un point, c'est évidemment le culte de Jeanne d'Arc. Également, alors si vous pouvez nous dire un mot sur Marie-Antoinette. Alors, le culte de Jeanne d'Arc, c'est une figure ambiguë, Jeanne d'Arc, parce qu'à la fois c'est une figure de la résistance, et exploitée en tant que telle, par la résistance, la figure de la rebelle. Et puis aussi, elle est reprise par Vichy, elle est malheureuse, elle était écartelée. Vichy, c'est l'adolescente, 18 ans, et qui lutte contre les Anglais. On parle d'anglophobie. Aussi, il y a des choses. Et Marie-Antoinette, donc parce que Vichy ne se réclame jamais du Front populaire, bien évidemment, ni de la République, cette gueule, ça c'est le mot de Pétain, et la Révolution française, surtout pas. Donc on réhabilite les figures d'ancien régime. Marie-Antoinette, qui est opportunément donc, née à Vienne, tout est très bien. Tout est très bien. C'est très intéressant de voir les choses. Je voudrais juste dire quelque chose, peut-être pas si c'est terminé. Ici, nous sommes à l'école normale israélite orientale. Vous savez que c'était la milice. Vous savez, Jean-Claude, que la milice était là, dans les locaux. À côté, c'est un lieu très, très marqué. Et j'ai élu ça, je pense que tout le monde le sait, le père d'Emmanuel Levinas, je crois qu'il était en Lettonie, Lituanie. Et il aurait dit à son fils, un pays qui s'entre-déchire sur le sort d'un petit capitaine juif à Gouron. J'aime beaucoup cette chose. C'est très fort. Voilà. Juste pour conclure, finalement, quelque chose qui m'a un tout petit peu manqué dans votre livre, c'est finalement l'absence de conclusion. Quelle conclusion tirez-vous de cette étude? Après, vous êtes lancé dans ce parcours qui, a priori, n'était pas évident, etc. Quelle conclusion en tirez-vous sur l'histoire de Vichy, sur peut-être notre présent encore aujourd'hui et les réminiscences de Vichy dans la société actuelle, peut-être Oui, c'est une question qui engage. Je dirais que les choses sont complexes. Voilà, complexes. Je fais très attention, on veut toujours me faire dire que c'était bien ou c'était mal. Ça, c'est pas une question qui intéresse ni le philosophe ni l'historien, donc ni le philosophe ni l'historienne. C'est bien, c'est comme ça. Et comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est ça qui m'intéresse. Là, on peut se faire son idée. Je dirais deux choses, c'est que je pense que la France vit très largement sur les acquis de Vichy et qu'il y a un certain esprit vichiste en France, il y a certaines institutions, je pense par exemple l'ENA, c'est complètement l'inspiration vichiste, l'École nationale d'administration, par exemple, et que je pense aussi que la France s'est reconstruite vraiment sur un mythe, le mythe de la résistance. Donc après, on peut faire la part des choses. Il y a eu une certaine résistance, mais vous savez quand même les statistiques, c'est 1%. Donc, oui, je pense que c'est assez dérangeant. Je pense qu'on vit encore plus même que ce que j'ai écrit dans l'esprit de Vichy. Et je ne sais pas que c'est bien ou c'est mal, c'est l'identifier en tant que tel, le reconnaître, le repérer, voir d'où ça vient. Et s'inscrire dans un temps long où, effectivement, là, il y a la Troisième République, Front populaire, Capitaine des gauches, Vichy, Quatrième République. Voilà, renouer les fils, y compris cela. Est-ce que je peux vous proposer, non pas une explication, mais en fait, que montre un petit
fonctionné de 40 à 44. En général, les ministres étaient souvent des pantins sans intérêt, mais ils avaient au-dessous d'eux toute une série de jeunes technocrates qui avaient plus ou moins fait partie de ce qu'on appelait la synarchie avant la guerre, et qui étaient des technocrates qui, si j'ose dire, étaient bons techniquement. Bon, ils n'avaient pas, si j'ose dire, de moralité républicaine, ni résistante, mais ils étaient bons dans leur domaine. Bon, dans le petit village de montagne où j'étais, où j'ai même fini comme éclaireur dans le maquis en 1944, j'étais en seconde à l'époque, et je suivais des cours par correspondance, ou je crois que c'était le cours Richelieu. Le CNED, ça c'est encore Vichy. Ben, ça m'emmerdait parce que ça a marché jusqu'au bout. Ouais. La Poste avec Paris, j'étais sous un faux nom, là je m'appelais Jourdan, je ne m'appelais pas Cartin. Ça marchait, et c'est comme c'est moi qui allais chercher le courrier à la Poste, mais ça y est, encore les devoirs qui arrivent, et je me disais qu'il y avait des bombardements, les trains passaient plus ou moins bien, et pourtant, le courrier a continué à marcher. Et je crois qu'un certain nombre de gens ont remarqué, pour s'en étonner, que dans les circonstances extrêmement difficiles, où il fallait payer un fric fou aux nazis, où il y avait des bombardements, où il y avait, etc., toute une série de structures dont on pensait que normalement elles n'auraient plus dû marcher, ont continué à marcher. Et peut-être qu'il y avait effectivement dans les ministères des gens qui n'étaient pas des salauds, qui n'étaient pas non plus des héros, mais qui étaient de très bons techniciens, et que peut-être ça a un peu joué dans la mesure d'ailleurs où dans ces milieux-là il n'y a pas eu une épuration énorme, ça a peut-être pu jouer effectivement dans le début des 30 Glorieuses et la manière dont la France s'est reconstituée après la libération. Eh bien, à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à remercier vraiment Cécile Desprairies pour cet excellent ouvrage. Alors, j'ai oublié de préciser, il y a aussi une préface d'Emmanuel Leroy-Ladurie, et je ne peux m'empêcher de le paraphraser pour conclure. L'auteur a osé un pari et elle l'a gagné. Bravo.